la bretonnerie, dans des conditions particulièrement sordides. Gilles Politi, technicien aérien, de 38 ans, nu dans une position singulière. Allongé sur le ventre, il a les jambes et les bras attachés dans le dos. Il a été étranglé selon une technique baptisée le carreau espagnol, habituellement maîtrisé par les militaires. Garde Müller, jeune fille au père allemande de 20 ans, employée par la famille Politi, et accrochée par les bras au montant d'un lit superposé, ses cordes vocales tranchées à l'arme blanche. Les deux victimes ont subi des brûlures de cigarettes. Salut à tous, c'est Chouchou SMR. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre soi-disant 28e, mais je crois qu'en réalité on est à 24 vidéos de notre calendrier d'Halloween. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des tueurs en série français les plus célèbres qui a, il me semble bien, si je me souviens bien, agi pendant plusieurs années et que la police n'arrivera jamais à arrêter. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un cas, mais j'ai pas fini d'en parler. Faut savoir que l'enquête va démontrer que l'assassin connaissait la jeune fille et qu'il aurait eu une relation avec elle. Il faut savoir que le nom de cette personne va être retrouvé dans les contacts de la jeune fille et il est connu sous le nom de Élie Loringe. Sauf que dans cette histoire, on a un petit problème. Le nom n'existe en aucun cas à l'état civil, ce qui va suggérer à nos chers policiers ou à nos enquêteurs comme quoi cet homme utilisait un pseudonyme. Mais il faut savoir que suite à certains témoignages, on va dire aux policiers qu'un jeune homme avait été aperçu en bas de l'immeuble appelant la jeune femme et que cet homme va finir par rentrer dans l'appartement. Le lendemain matin, juste avant l'heure présumée du crime, les mêmes témoins vont voir encore une fois cet individu négociant à l'interphone pour essayer de pouvoir rentrer, et on sait qu'il va réussir à y rentrer. En outre, l'autopsie de la jeune fille va révéler que quelques heures précédant sa mort, Imgrad Müller avait eu un rapport sexuel avec cette personne et qu'il était consenti, car on va retrouver l'ADN d'un homme sur un tampon qui avait été laissé à côté. À l'époque, on a un petit souci avec la police judiciaire, c'est qu'ils n'ont pas de base de données où on peut retracer l'ADN, les traces, les empreintes digitales, les choses comme ça. Donc ça va leur poser un gros problème. Et ils finissent par avoir un doute par rapport à cette personne. Ils se demandent si ce ne serait pas un des prédateurs les plus recherchés et qui est aussi recherché pour le meurtre d'une personne dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est celle du meurtre de Cécile Bloch. Alors il faut savoir qu'en 2001, on va réussir à faire une analyse génétique par rapport au sperme qui a été prélevé sur Imgrad, et on va réussir à prouver qu'il est relié au meurtre de Cécile et qu'on recherche maintenant depuis plusieurs années et qui se fait appeler le tueur au visage grêlé, qu'on recherche depuis 1986. On remonte quand même près de 20 ans en arrière. Et il faut savoir que ce qui va permettre de relier ces deux affaires, c'est un simple mégot de cigarette qui aura été retrouvé pas loin du corps de Cécile et qui va confirmer qui est notre tueur, et qui va aussi relier du coup l'amant d'Imgrad et qui s'appelle François Vérove. Mais avant de vous parler des meurtres, on va parler un peu justement de François Vérove, donc qui va finir par se faire appeler le tueur au visage grêlé, ou simplement le grêlé. Et il faut savoir que ce cher monsieur est né le 22 janvier 1962 à Gravelines dans le Nord. On a quand même beaucoup de détails par rapport à sa vie. Donc il est l'enfant unique, mais malheureusement il va perdre sa maman à l'âge de 10 ans. Et il va finir par déménager avec son père pour la ville de Marc-en-Barœul. En fait, c'est une ville qui est pas très loin de Lille. Et il faut savoir que ce monsieur va se remarier. Du coup, il va finir par avoir deux demi-sœurs, car cette femme avait deux filles d'une précédente union. François Vérove va subir une éducation assez stricte qui est imposée par son père, qui est un ancien de la marine marchande, développé à l'adolescence une passion pour la moto, qui le pousse plus tard à faire son service dans la gendarmerie, puis à s'y engager. Mais malheureusement, dès l'adolescence, on va le décrire comme un enfant, plutôt un adolescent, très mélancolique, qui a même par moments des pensées suicidaires. Il va même finir par proposer à un de ses amis de se suicider. Tous les deux, voilà, pourquoi pas. Sympa comme
sa jeunesse, il va finir par se passionner aussi pour les films d'horreur, donc notamment Cannibal Holocauste, de Ruggero Deodato. Alors, je vous l'ai dit, ma prononciation par moment est nulle. Et il finit par écouter Jean-Pax Meffray, chanteur nostalgique de l'Algérie française, notamment sur le titre Le Vieux Soldat. En 1983, il entre enfin à la gendarmerie nationale et il intègre l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Son parcours est un peu chaotique. Au début, il est très apprécié par sa hiérarchie. Le problème, c'est qu'il va finir par enchaîner les arrêts maladie et il va se montrer de plus en plus incapable à réaliser les tâches qu'on lui a confiées. Il va finir par quitter la gendarmerie en 1988, une raison qu'on ne connaît pas. On ne sait pas vraiment la raison de sa démission et il va finir par passer le concours de recrutement pour devenir policier. Et il va intégrer la préfecture de police de Paris. On a un autre petit détail sur sa vie. En 1985, il va se marier le 2 juin 85. Donc il se marie le 2 juin 85 dans le Nord. Le mariage est célébré dans la mairie de Bousbecq avec son épouse Stéphanie qui à l'époque est étudiante en psychologie et qui vit encore chez ses parents. Et avec cette femme, il va avoir 2 enfants, un en 88 et un en 91. Donc une fois qu'il a intégré la police à Paris de 1994 à 1999 à peu près, il travaille pour la police motocycliste de la Haute-Seine où il est délégué syndical. Il finit par évoluer en gros il travaille entre Asnières-sur-Seine et Châtenay-Malabry. Par la suite, il va décider d'habiter dans une maison qu'il a fait construire. Donc c'est la maison, elle est construite à Longe-Pierre en Seine-et-Marne. Donc c'est pour ça qu'on a quand même certaines traces de lui à Mitry-Mory. Ensuite, en fait, les choses qui vont énormément surprendre les gens à son sujet, parce que par exemple, on a le témoignage d'un de ses collègues qui l'a fréquenté de 95 à 99 à peu près, donc c'est Denis Jacob. Donc il le décrit plutôt comme un monsieur tout le monde, d'une gentillesse absolue. Et il est toujours prêt à servir les autres, et en fait, c'est vrai que les gens ne comprennent pas en fait comment il a pu faire ce qu'il a fait par la suite. Mais il est, alors malgré le fait que tout le monde le décrive comme quelqu'un de très serviable, aimable, gentil, il est quand même aussi décrit comme quelqu'un qui s'énerve très vite. Il est quand même décrit comme aussi très dépressif, sous traitement médicamenteux, et d'ailleurs François Vérov va finir par arrêter ce traitement qu'il trouve totalement inutile. Il pense que ça ne l'aide pas du tout, au contraire ça l'enfonce. Il va finir par ensuite intégrer la brigade motocycliste urbaine de la police, donc c'est la formation de motocyclistes départementale, donc dans les Bouches-du-Rhône. Et il va finir sa carrière comme chef de brigade des mineurs à Montpellier. En 2011, il est victime d'un accident de moto qui lui cause des séquelles définitives à la jambe et le poussait à prendre une retraite anticipée. Mais il faut savoir que monsieur est passé à la télé. En mai 2019, il participe à Tout le monde veut prendre sa place, animé par Nagui sur France 2. Il est candidat sous son vrai prénom de la grande mode et se présente comme un ancien gendarme de la garde républicaine. Donc voilà à peu près ce qu'on sait sur sa vie. Après, je pense que si j'avais poussé encore plus mes recherches, je pense que j'aurais pu en apprendre plus, mais c'est ce que j'ai principalement vu dans les documentaires que j'ai cherchés. Après ça, on va parler de ses crimes et on va parler du tout premier qu'il va commettre, et c'est une agression dans le 13e arrondissement et le meurtre de Cécile Bloch. Donc le parcours criminel de notre tueur commence le 7 avril 1986 dans le 13e arrondissement de Paris. Une fillette de 8 ans qui se rend à l'école croise sa route dans l'ascenseur de son immeuble. Vérov ne va avoir aucun scrupule à l'entraîner de force au sous-sol et il va décider de la violer. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va décider de l'étrangler avec une cordelette. Étant persuadé qu'il l'a tuée, il va la laisser là et il va prendre la fuite. Malheureusement pour lui plutôt, mais heureusement pour cette petite fille, la victime survit à son agression et donne l'alerte. Et il va récidiver dans le 19e arrondissement le 5 mai 1986. Donc on est à peu près à peine, même pas, on a à peu près un mois d'écart. Et cette fois, il va s'en prendre à la petite Cécile Bloch, 11 ans.
Elle est agressée dans son ascenseur alors qu'elle se rend au collège. Encore une fois, il emmène la jeune fille. Alors, pas au sous-sol, cette fois dans le local qui se situe au 3e sous-sol. Enfin, si on est au sous-sol, mais voilà. Donc, de la résidence de la jeune fille. Il la tue après l'avoir violée. Vers 9h, Cécile est retrouvée poignardée, étranglée. La colonne vertébrale brisée. Putain. Cette vidéo, elle va me faire peur jusqu'au bout. Bon. C'est la vidéo de... Alors moi, au moment où je la tourne, c'est la vidéo du jour. Donc voilà, elle vient de se lancer, c'est génial. Donc du coup, je vous disais, on est sur du coup le cas de Cécile Bloch. Donc elle a la colonne vertébrale brisée. Son corps est enroulé dans un bout de moquette. Et il s'agira de son tout premier meurtre, officiellement reconnu, à celui qu'on va surnommer par la suite le tueur au visage grêlé. Et le témoin qui, du coup, a vu François Vérove n'est pas n'importe qui, car on est sur le demi-frère de la victime et les parents. Et en fait, quand ils vont dresser le portrait robot de notre cher tueur, ils disent la même chose. Il a une peau très irrégulière. Le crime qui va suivre après celui de Cécile, on est sur celui que je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Le problème, c'est que du coup, là, encore une fois, on n'arrive toujours pas à le relier. À ce moment-là, on a juste son ADN, on n'a pas encore pu le relier. Et malheureusement, il va récidiver sur un cas de viol dans le 14e arrondissement en 1987, précisément le 27 octobre 1987. La police judiciaire va retrouver les traces de François Vérove dans le 14e arrondissement de Paris. Aux alentours de midi, une collégienne de 14 ans, on ne connaît pas son identité, rentre chez elle et est abordée par un jeune homme se prétendant policier qui l'interpelle sous le prétexte de mener une enquête. Et en fait, une fois dans son appartement, il lui passe les menottes et la viole. Donc là, on se rend compte qu'il était même capable d'utiliser son identité de policier pour commettre ces atrocités. Contrairement au cas de Cécile, il va laisser la vie sauve à ce... Et il va lui laisser la vie sauve. En fait, il va même pas tenter de la tuer. Il abandonne finalement sa victime dans l'appartement après l'avoir cambriolé, hein, autant au point où il en est. Mais à l'époque, ils sont persuadés que c'est le grêlé qui a commis cet acte. Et c'est qu'en 1996 qu'on va pouvoir prouver que c'est bien lui qui est du coup responsable du viol de cette jeune fille, grâce à son ADN. À ce moment-là, c'est la dernière agression que François Vérove va faire. Et il va se mettre en pause, en hibernation, je sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, pendant près de 7 ans. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il ne va tuer personne, il va violer personne, il va s'en prendre à personne. Mais en 1994, plus précisément le 29 juin 1994, notre policier frappe à nouveau à Mitry-Mory, là où il a fait construire sa maison, donc en Seine-et-Marne, et il va s'en prendre à une fillette de 11 ans qui se déplaçait à vélo le long de la ligne à grande vitesse, et il va aborder la jeune fille en se faisant encore une fois passer pour un policier. Il va ordonner à cette petite fille de monter dans sa voiture sous prétexte de l'emmener au commissariat. Forcément, on est face à une petite fille de 11 ans. Je pense qu'à l'époque, tous les parents disaient si un policier Enfin, en tout cas, un policier, ça représente la loi. S'il te dit quelque chose, tu dois le faire. Je pense que c'était un peu ce qu'on raconte à tous les enfants, même maintenant. Hein. Souvent, on va plutôt dire qu'un policier, voilà, s'il te demande quelque chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc, la petite fille cherche pas et monte dans la voiture. Malheureusement, elle se fait enlever par Vérove et il va rouler à peu près pendant 1 heure et il va parler avec cette petite fille. Ensuite, arrivé à Saclay, donc dans l'Essonne, il emmène sa victime dans une ferme abandonnée. Il l'attache et la viole pendant plusieurs heures. Encore une fois, il va abandonner la victime sur les lieux. Il va pas la tuer. Il la laisse derrière lui, mais encore une fois, il va laisser plein de traces ADN qui permettront de le relier encore une fois à cette affaire et au crime du tueur de la peau du grêlé. Ma phrase n'avait pas de sens. La dernière, la tueur du pot du grêlé. Je vais y arriver. Le tueur à la peau grêlée. L'enquête est prise en charge
C, qui à l'époque s'orientait et qui, en fait les deux brigades vont s'orienter vers la même chose, c'est-à-dire comme quoi c'est quelqu'un des forces de l'ordre qui était en activité à l'époque, qui a causé plusieurs fois, en fait qui a fait toutes ces choses. Et en fait c'est plein d'éléments qui viennent s'accumuler pendant des décennies. Utilisation à plusieurs reprises d'une carte professionnelle de police. On a aussi, alors police ou gendarme, en fonction du moment, car oui, on n'oublie pas, il a été gendarme et policier. Et souvent, en fait, ce qu'on retrouve sur cette carte, c'est sous-officier, utilisé lors de laquelle il avait même donné son véritable prénom lors d'une fête dans les années 1980. La plupart du temps, il avait un talkie-walkie sur lui, une paire de menottes professionnelle, maîtrise du jargon policier, corroborée par plusieurs témoins, soupçon de connaissance précise des procédures et manière d'opérer des enquêteurs, par sa capacité à échapper à une enquête très serrée. Donc à ce moment-là, ils sont persuadés qu'on est sur un officier de police, ou en tout cas quelqu'un qui travaille dans la police ou dans les forces de l'ordre. En fait, la seule fois où il ne va pas donner sa vraie identité, c'est-à-dire comme quoi les policiers ou quoi, c'est dans le cas du double meurtre du Marais, donc le cas où on a une grade, et je pense qu'il avait donné autant un faux nom qu'une fausse adresse. Et en fait, le seul truc en fait qui correspond à la fausse adresse du 13e arrondissement, c'est qu'en fait on est sur un ancien local de police qui n'en était plus un à ce moment-là. Et en fait, la dernière affaire qui a été imputée, j'utilise le mot, au grêlé, avait lieu à Saclay, près d'un centre d'entraînement de la gendarmerie. Donc encore une fois, on est toujours dans le cas de, on sait que c'est un homme des forces de l'ordre. Il agit avec sur certains crimes, à part sur ce 8e grade, il agit avec son vrai prénom. Il montre sa carte officier. Et à chaque fois, on n'est pas loin, malheureusement, soit d'un ancien local de police ou d'un truc qui concerne la gendarmerie. À chaque fois, c'est relié. Mais un énorme rebondissement va arriver en 2021. La nouvelle juge d'instruction qui est sur le dossier depuis 2014, Nathalie Turquet, avait demandé la convocation de 750 gendarmes présents en Île-de-France. Et bien sûr, François Vérove est convoqué. Mais il ne se présentera pas lors de sa convocation et on le retrouvera mort dans son appartement loué pour quelques jours au Grand Roi. Mais il faut savoir qu'en fait il s'est suicidé avec un mélange d'alcool et de barbiturique qui est un antidouleur. En gros, monsieur s'est fait un cocktail Molotov dans l'estomac. Il s'est suicidé le 29 septembre après avoir reçu un appel le 24 septembre 2021 où dans cet appel une policière lui annonce qu'il est convoqué le 6 octobre 2021 pour être auditionné dans le cadre d'une vieille affaire criminelle des années 80, à l'époque où il exerçait à Paris. En fait, on ne lui donne pas vraiment de précision, autre qu'à l'issue de l'interrogatoire, un test ADN sera effectué. Je pense que François se savait condamné à ce moment-là, et je pense pour ne pas être jugé ou autre, il a préféré se suicider. Et il faut savoir qu'il a laissé une lettre. Dans cette lettre qu'il laisse dans l'appartement, qu'il reconnaît être un très grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 90. Cette lettre est adressée à sa femme à laquelle il confie: tu avais décelé des choses chez moi quand j'étais plus jeune. J'ai fait du mal à des gens. J'ai tué des innocents. Je pense à vous. Donc il parle de sa compagne et de ses enfants. Et aux familles des victimes. Donc ce que je viens de vous citer, c'est un passage de sa lettre. Mais en fait, il ne donne aucun détail sur ses victimes. En fait, il ne donne pas vraiment de nom, de détails ou quoi que ce soit en rapport avec ses actions. En fait, à ce moment-là, il n'y a que des spéculations. Il affirme avoir agi sous le coup d'une pulsion. Il dit que c'est dû à une enfance assez difficile. Comme on le sait, il a vécu avec un père très autoritaire qui lui menait un peu la vie dure. Je pense qu'il était persuadé que c'était dû à ça, et il affirme dans cette lettre comme quoi la seule chose qui avait su l'apaiser, c'était son mariage et la naissance de ses enfants, et qu'il se serait alors pris en main et n'aurait rien fait depuis 97. Il dit 97, forcément on se doute qu'il a dû laisser. Il laisse une certaine possibilité à l'existence d'autres crimes que ceux connus par la police. Le truc, c'est qu'on a des traces que jusqu'en 94. Donc c'est-à-dire que là, on a
il a sûrement commis des actes et on n'en a aucune trace. Et on n'en aura jamais. Il faut savoir que dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, le parquet de Paris annonce qu'une comparaison ADN a établi à ce jour une correspondance entre le profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime à celui de l'homme décédé. Après son identification, François Vérove est suspecté d'être l'auteur des agressions et crimes spécialisé dans les plus vieilles affaires non élucidées. La criminologue Corinne Herman, avocate ayant prêté serment à Paris le 16 juin 2010, avance l'hypothèse suivante, que le grêlé pourrait potentiellement être impliqué dans le meurtre de... On a 2 personnes où il pourrait être impliqué. Sophie Marne, 23 ans, stagiaire au sein d'une agence immobilière, est tuée dans un appartement qu'elle faisait visiter dans le 19e arrondissement de Paris le 5 décembre 1991. Il fut tant suspecté, mais en 2022, un autre suspect est mis en examen pour le viol et le meurtre de Sophie Marne. Karine Leroy, 19 ans, disparue à Meaux, Seine-et-Marne, le 9 juin 1994, dont le corps fut retrouvé dans la forêt de la région un mois plus tard. Ce qui est impressionnant dans cette enquête, c'est que François Vérove va réussir à échapper à la police pendant près de 35 ans, en sachant que quand même les enquêteurs disposaient assez rapidement de son ADN. Ils avaient aussi des portraits robots de lui. Il y avait eu pas mal de descriptions précises sur sa physionomie, et en 1996, ils avaient été capables de faire son profil génétique. Mais il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est de pourquoi on l'appelait le grêlé. En fait, c'est tout simplement parce que François Vérove avait malheureusement une peau pas lisse. On pouvait voir qu'il avait des cicatrices d'anciens boutons et qu'il avait plein de stigmates qui malheureusement se sont atténués avec les années. Donc c'est pour ça qu'on a aussi on a eu du mal à le démasquer, parce qu'à l'époque des faits, voilà, il avait la trace de ces anciennes plaques de boutons qui avaient cicatrisé, mais souvent en vieillissant, voilà, les traces s'estompent. On en garde des séquelles, mais elles sont moins importantes qu'au moment où c'est arrivé. Mais quand on comprend un peu cette affaire, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de se dire que on a dû attendre 35 ans pour savoir ce qui s'était vraiment passé et attendre son suicide. C'est de se dire qu'en fait cet homme ne paiera jamais pour ses actes. Et encore, en réalité, oui, il s'est suicidé, oui, on le relie au meurtre de victimes, mais on n'a pas non plus la certitude à 100% au moment où il s'est suicidé que c'est lui, même si par la suite, voilà, on a pu prouver. Mais c'est quand même une histoire qui... Alors moi j'étais trop jeune au moment où ça s'est passé. 94, j'étais trop jeune, non, j'étais carrément pas née, d'accord, je n'étais pas née. Voilà, je n'étais pas née en 94, je suis née un an après, et même maintenant en vieillissant, je n'ai pas le souvenir d'en avoir entendu parler jusqu'au moment où en 2021 justement on apprend la mort du grêlé. Alors moi sur le coup je comprends pas de quoi il parle, je suis trop jeune. Et c'est vrai que du coup c'était assez intriguant, et du coup en plus par la suite il y a plein de documentaires qui étaient sortis pour justement cette histoire là, et où on expliquait qui était le grêlé, ce qu'il avait fait. Après j'ai le souvenir que pendant un moment j'ai vu pas mal d'émissions qui en parlaient, mais c'est fou de se dire qu'on a attendu 35 ans avant de savoir la vérité. Ça... techniquement pas 35 ans, mais lors du premier meurtre, oui, 35 ans, voilà, c'est long. Les familles n'ont pas pu faire leur deuil pendant très longtemps, et au final, est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Je ne sais pas. Peut-être pas totalement, parce que malgré qu'il soit mort, ça n'enlève pas le fait qu'il n'a pas été puni pour ce qu'il a fait. Et je pense que c'est quand même un peu dur. Je sais pas comment vous le voyez. Mais c'est vrai que cette histoire, au moment où moi j'en ai entendu parler, elle m'avait marqué. Ça passait partout, je comprenais pas. Comme je vous dis, j'étais pas née et j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Donc voilà. En tout cas, je voulais absolument, avant de finir ce calendrier, parler d'un tueur français. Et bon, malheureusement, on a toujours une histoire de viol, un peu des choses comme ça. J'avais essayé de chercher un tueur en série français qui n'avait pas violé, ça avait été assez compliqué. Mais je voulais essayer de faire au moins un français dans ce calendrier. Je verrai l'année prochaine si on en refera ou pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça aide toujours un peu la chaîne et on se retrouve très prochainement. Pas demain du coup.